Je voudrais vous remercier tous et toutes d'avoir participé, puisque nous arrivons à la conclusion de ces 2 journées. Et d'abord, merci à toute l'équipe du GIP et du CNMHE qui a travaillé à la préparation et qui vous a sollicité. Et ils ont fait un travail minutieux, intense, et si ça a bien fonctionné, je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait un très bon travail. Et puis merci à Franck Salin, qui a été un brillant animateur, exigeant, rigoureux, pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais aussi en respectant les temps. C'était pas toujours évident. Merci. Et puis évidemment, vous l'avez applaudi chaleureusement, un merci à Doudou Dienne, qui nous a aidés à réfléchir en profondeur. Alors, vous allez entendre dans quelques instants Christiane Taubira. Je la remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de venir parce qu'elle a un emploi du temps très chargé. Elle n'est plus ministre, mais elle est très engagée, très active et sollicitée beaucoup. Et de temps en temps, d'ailleurs, elle devrait prendre un peu de repos. Mais ce matin, elle avait prévu de se reposer, mais elle a accepté de venir nous adresser un message. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important qu'elle soit là avec nous. Quelques mots pour essayer de terminer, en ce qui me concerne, ma contribution à nos réflexions communes, pour dire que j'ai été très... D'abord, j'ai écouté dans les différents ateliers, au fur et à mesure. J'ai vu beaucoup d'intensité dans les échanges, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur aussi, et un état d'esprit extrêmement engagé pour que nous réussissions ensemble la mission qui est la nôtre. Et je dis bien la mission qui est la nôtre, parce que ce n'est pas une tâche facile, et j'y reviendrai dans quelques instants. Mais les comptes rendus qui ont été faits là ont été excellents, et très utile pour nous éclairer tous, pour savoir ce qui s'est dit dans les autres ateliers, avec toute une série de propositions qu'il va falloir maintenant faire vivre. Et c'est vrai que ça signifie une chose, c'est que ces ateliers étaient indispensables si on veut réussir la mise en place d'une fondation digne de ce nom, qui ne doit pas être une fondation administrative, qui ne doit pas être une fondation d'en haut, qui doit être une fondation, une sorte de en mouvement, une fondation participative, une fondation engagée. C'est ça que nous avons à construire. Et ce n'est pas une chose aisée, mais ça ne peut pas se faire sans votre intervention et aux uns et aux autres dans votre diversité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont venus, représentatifs d'associations ou d'engagements divers ou d'artistes, d'intellectuels, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à nous les signaler pour que, lors des prochaines rencontres, ils puissent être aussi associés. Et puis il y a les contributions écrites. Bon, je ne redis pas tout ce qui a déjà été dit que vous pouvez faire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je propose, et d'ailleurs Frédéric Régent y a fait allusion, il a tout à fait raison, c'est que ces ateliers deviennent une rencontre annuelle, à minima de toute façon, indispensable. Donc ça, c'est un engagement que nous pouvons prendre en tout état de cause. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés parce que la fondation, elle n'est pas encore faite. Alors on avance. C'est une fondation d'utilité publique. Donc ce n'est pas quelque chose à minima. Donc il y a une ambition. Mais donc il y a tout le volet administratif, le volet technique, la gouvernance. Tout ce travail est en cours au conseil d'administration, au conseil d'orientation, et les participants sont très constructifs et ont fait énormément de propositions qui nous ont permis de faire évoluer le projet lui-même. Mais là, on va passer à la phase conclusive, c'est-à-dire d'obtenir aussi des fonds, des mécènes qui viendront nous permettre de fonctionner, parce que l'État s'est engagé, je l'ai dit hier pour le fonctionnement, les locaux, mais il faudrait aussi des moyens pour agir. Et puis quand j'entends les différentes attentes dans tous les domaines, l'éducation, la recherche, les commémorations, les différents projets, en particulier en direction de la jeunesse, je dirais même en priorité en direction de la jeunesse, ça va demander des moyens. Alors on ne va pas vous promettre qu'on va distribuer des millions et des millions, mais il faut un minimum de moyens pour agir. Donc tout ce que vous pourrez faire pour dire cette fondation, nous en avons besoin. Non pas pour simplement dire voilà, on a une institution nouvelle, une de plus, mais parce que ça sera un outil utile pour tous et pour les Français. Parce que c'est ça que je retiens aussi de ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas une affaire entre nous, comme ça, quelques-uns. C'est une grande cause qui concerne l'avenir de notre pays. Et c'est là que c'est le plus difficile. Et c'est là que nous avons besoin de réfléchir. Doudou Dienne l'a très bien dit, mais beaucoup d'autres aussi y ont apporté leur contribution. Mais Christiane va nous aider aussi. Parce qu'il faut s'adresser à tous les Français.
Non pas pour diviser, mais pour rassembler. Et ce n'est pas une chose évidente. Vous le savez bien, parce que c'est ancré en profondeur, que c'est une question qui dérange, qui fait peur même. Donc il faut qu'on surmonte ça, mais qu'on soit capable de faire preuve de pédagogie, et pour non pas rassurer, pour minimiser les choses, mais pour nous élever ensemble. Et dans cette période complexe, Monsieur Martial disait qu'il revenait du Brésil. Il ne nous a pas dit les inquiétudes, sans doute, dont il a été l'écho. Il s'est fait l'écho dans ce pays, mais c'est pas le seul pays où il y a de quoi être inquiet. Et où les préjugés et les simplismes, j'en ai évoqué quelques-uns, le racisme, la xénophobie, les stéréotypes sont là à l'œuvre encore. Et pourquoi tout ça, ça ressurgit sans cesse? Alors, en ce qui concerne notre propre histoire, ben c'est parce que cette histoire, c'est notre histoire, mais que parfois elle gêne, mais qu'elle remonte à loin. Donc tout ce qui peut être fait, et notamment par la production artistique, mais aussi par la diffusion de documentaires. Je voudrais en citer quelques-uns, parce que le travail de Fanny Glissant, qui nous a expliqué hier, avec beaucoup de franchise, les difficultés qu'elle a rencontrées avant de convaincre que c'était nécessaire de faire ce travail sur l'histoire de l'esclavage depuis le 8e siècle, alors qu'Arte est une télévision, tout le monde le sait, qui est assez ouverte à toutes ces questions-là, qu'on regarde avec beaucoup de plaisir, elle s'est battue. Puis une fois qu'elle a convaincu, ça s'est fait et bien fait. Mais ce n'est pas évident. Et le documentaire que j'ai cité hier de Pascal Blanchard, qui assiste à nos conclusions ce matin, que je remercie, avec Bruno Victor, je crois, Pugebet, sur les zoos humains, a été aussi accompagné d'une autre initiative de la Fondation Lilian Thuram, qui a fait une exposition itinérante qui s'appelle L'invention du sauvage, et qui montre à travers beaucoup de documents, entre 1810 et 1940, tout ce qui a été inventé pour montrer la hiérarchie, entre guillemets, des races, et qu'il y a la civilisation et qu'il y a les sauvages. Et les gens, par millions, sont venus voir ces expositions coloniales ou autres, mais jusqu'en 1940. Parce qu'il y a eu finalement, il y a eu des protestations, des révoltes contre cette exploitation terrible, ou de mépris même jusqu'à la vie des gens qu'on exposait dans ces expositions, dans ces rencontres-là, soi-disant culturelles. Mais ça remonte à une chose, ce préjugé-là. C'est pour ça que c'est très important de faire ce travail d'histoire, de mémoire, mais d'histoire aussi. C'est que ça remonte jusqu'au, ce qui a été dit ce matin, aussi bien par Frédéric Régent que Doudou Dienne et d'autres. Le Code noir a institutionnalisé justement cette hiérarchie entre blanc et noir pour justifier l'esclavage. Et donc ça remonte à ça. Les expositions, les fameux, comment vous les aviez appelés, zoos humains, ça vient de là en quelque sorte. Comment c'était possible? Parce que ça remontait à cette époque-là. Donc la construction de la puissance française, économique, mais politique, a un lien étroit avec cette histoire-là. Et donc, ce n'est pas qu'une histoire française, c'est l'histoire de la mondialisation, de l'accumulation du capital. Et donc, ce n'est pas qu'une histoire qui s'arrête en 1848 au moment de l'abolition, mais c'est une histoire qui va continuer avec la colonisation. Parce que cet enrichissement va se poursuivre. Alors, bien sûr, il n'y aura plus l'esclavage, mais il y aura d'autres formes d'exploitation. Et donc, cette histoire-là, cette histoire qu'on doit aborder de front, sans chercher à dire il y a les coupables et les victimes, et Doudou Dienne a eu raison de dire qu'il faut surmonter cette question, mais faire la lumière sur tout ça, pour en faire un levier, pour en faire une force, et qui nous permettra de vaincre justement toutes ces dérives. Parce que si on traite un joueur de football de couleur noire sur un stade français de ramasseur de coton, ça remonte à toute cette histoire-là. Et donc on ne peut pas l'accepter. Mais comme nous l'avons dit, et ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est monsieur, je ne sais plus qui a redit ça, que ce n'est pas par un simple cours de morale qu'on traitera de cette question, c'est par un travail de fond. Donc c'est l'ambition de la Fondation. Elle n'a pas vocation à tout résoudre, hein. Je le dis très franchement, cette Fondation ne pourra marcher que si elle est capable d'associer les acteurs. Et vous êtes ces acteurs, et parmi beaucoup d'autres acteurs dans notre société. Donc il faut vraiment que nous faisions ce choix, je l'ai dit, d'une fondation participative, donc avec des instances qui soient des instances de débat, de dialogue, de confrontation et de mobilisation. Voilà, je n'en dis pas plus, je voudrais simplement ne pas sous-estimer les difficultés, de répéter que ça sera une fondation nationale, et c'est bien une fondation nationale, mais en même temps
qui ne se réduit pas à aborder les questions nationales. Et ça a été dit très bien hier, il faudra s'intéresser au reste du monde. Vous avez cité Haïti et vous aviez raison, mais ça a été dit beaucoup ce matin, l'Afrique. Vous avez dit, Monsieur Martial, vous revenez de différents déplacements parce qu'il y a une attente forte. Il y en a au Sénégal, il y en a au Bénin, il y en a au Cameroun, mais effectivement, ça a été dit plusieurs fois. Peut-être qu'on pourrait espérer que l'Union africaine, à un moment, je dirais, fasse mouvement. Et peut-être qu'on puisse dialoguer avec elle pour voir comment l'ensemble des pays africains puissent comprendre ce que nous voulons faire et qu'on puisse cheminer ensemble, côte à côte. Et je trouve qu'il y a beaucoup de matière. D'ailleurs, le rapport là, qui vient de sortir de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr sur les œuvres d'art, le patrimoine, c'est une contribution très intéressante. Bon, bien sûr, ça provoquera des débats. Mais ce qui est important, c'est que c'est une commande du président de la République et qui a pris une première décision qui va être suivie ensuite de toute une méthode de travail pour voir comment, avec les différents États africains, cette question peut être abordée. Mais c'est un message aussi qui est adressé, et en particulier à la jeunesse africaine, par rapport à ce propre héritage, par rapport à sa propre histoire. Donc c'est une approche qui doit être une approche positive, constructive, partenariale, et non pas, encore une fois, dans le règlement de compte. Je dis ça parce que, à chaque fois que nous avançons d'un pas, il y a toujours ce procès qui nous est fait de la repentance. Et donc, ce procès-là, il va se poursuivre, il se renouvellera sans cesse, ne soyons pas naïfs, mais il faut y résister. Et il faut démontrer, et il faut convaincre. Il ne s'agit pas de juger les préjugés pour régler le problème. Il s'agit d'expliquer pourquoi c'est indispensable, j'allais dire, pour l'unité et la cohésion de notre propre nation. Et aussi de l'Europe, parce que cette question concerne tous les Européens, tous les pays européens. Personne n'a été à l'écart de cette histoire. Certains en parlent, d'autres n'en parlent pas du tout, d'autres en parlent peu ou veulent l'ignorer. Mais en tout cas, nous ne voulons pas mettre sous le boisseau une question en pensant que parce qu'on l'a mis sous le boisseau, elle ne se pose plus. Et si elle se pose, si on ne la traite pas, elle se posera d'une autre façon et souvent d'une façon violente et qui ne permettra pas de résoudre et d'avancer ensemble. Donc voilà, je disais, je ne mésestime pas les difficultés. Frédéric Régent évoquait la loi que Christiane Taubira a fait voter. Et pour moi, c'est un souvenir émouvant, puisque je me souviens de nos échanges, Christiane, particulièrement riche, et dans le groupe parlementaire dont tu faisais partie et que j'avais l'honneur de présider. Et tu m'as dit un jour, j'ai ce projet, est-ce que tu me soutiens? Et je crois que ma réponse a été assez spontanée. Mais c'était parce que, effectivement, j'avais cette expérience nantaise, que je savais que c'était une question importante, et je savais que si on la traitait, ça ne créait pas de la fracture, ça créait de la réconciliation. Et donc, en fait, ceux qui avaient peur de défendre que cette loi soit abordée, ou ce projet de loi soit abordé à l'Assemblée nationale, ont eu tort, parce qu'en réalité, elle a été votée à la quasi-unanimité. Et parce qu'il y a eu de la pédagogie, parce qu'il y a eu de l'explication, et qu'il y avait une certaine fierté à ce que ce soit fait. Mais, une fois voté, vous l'avez dit, il a fallu plusieurs années avant que le jour de commémoration soit fixé, à l'initiative du président Chirac d'ailleurs, il faut le rappeler, et puis les programmes scolaires, le CNMHE, c'était dans la loi tout ça. Et donc, ça a été très bien expliqué tout à l'heure par Doudou Diène, je crois qu'il a très bien posé la question des réparations. Moi j'adhère à la manière dont il aborde cette question. Et la réparation, c'est pas, on va quantifier... Non, mais j'en fais pas une affaire juridique. La question de la réparation, on l'a traitée lorsqu'il y a eu le débat de la loi Taubira, et Christiane Taubira pourra expliquer ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Je ne vais pas parler à sa place, nous l'avions déjà abordé. Mais par contre, je voudrais terminer pour dire que il y a eu le rapport d'Édouard Glissant, qui a été commandé par Jacques Chirac, et qui nous préconise... Je dis ça parce que certains m'ont dit hier, ou même des journalistes, mais pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi la Fondation seulement maintenant? Donc je vous rappelle les étapes. Dans les étapes, il y a eu 98, la Grande Marche, et pas seulement à Pointe-à-Pitre, mais aussi à Paris. Ici, certains en étaient les animateurs. Et puis ça a été aussi un tournant. Puis après, il y a la loi Taubira. Et puis beaucoup de choses encore, des étapes. Mais il y a d'autres étapes à franchir. Et le rapport Glissant préconisait une démarche qui est assez similaire à celle que nous avons à mettre en œuvre. Mais il a été mis de côté, ce rapport Glissant, parce que, il ne faut pas faire ça au nom de la repentance. C'est la présidence Sarkozy, vous vous souvenez, l'identité nationale, etc. Bon, heureusement, on a surmonté ça.
Mais c'est dire qu'à chaque fois, on avance et puis certains nous disent de reculer, ou en tout cas de nous arrêter, de nous taire. Ça suffit comme ça, tout a été dit, maintenant on passe à autre chose. Ben non, la question reste pas entière, mais elle reste à compléter dans ses réponses. Et donc, effectivement, nous nous inspirons de la démarche du rapport Glissant. Le président Hollande a repris cette démarche, le GIP a été créé, le projet de fondation a été lancé, et le président Macron l'a confirmé le 27 avril. Donc c'est positif, plus une déclaration extrêmement bien rédigée. Je vous dis tout ça entre nous, façon off, hein, que nous avions apporté notre contribution à ce texte, donc on est assez fiers qu'il soit sorti avec beaucoup de choses dans lesquelles nous nous reconnaissons. Et il est mentionné, effectivement, le Memorial Act, effectivement, qui doit vivre et pleinement trouver sa place dans cet ensemble, et le mémorial. Et le mémorial qu'il ne faut pas opposer à un lieu. D'abord, le lieu, il existe déjà, il y a le Memorial Act de Guadeloupe, mais le mémorial dans le jardin des Tuileries et qui fait sens, eh bien, ça serait un acte politique extrêmement fort, parce que jusqu'à présent, ce qui a été entrepris par la France officiellement, à part une journée de commémoration, n'a pas été, comment dire, solennellement acté par quelque chose de fort autour duquel on puisse se rassembler, et pas seulement les descendants des victimes de l'esclavage, mais tous les Français, et donc il nous faut un mémorial à Paris, un mémorial national. Et en ce qui concerne ce mémorial, j'ai dit, puisque ça y est, le mouvement est lancé, mais il faut qu'il continue d'aller jusqu'au bout, il ne faut pas qu'il s'arrête en chemin, que non seulement le GIP, la future fondation, soit associé, mais qu'il y a un comité de suivi et de préparation du projet dans lequel tout le monde puisse être représenté pour que ce qui sera ensuite décidé soit vraiment cohérent avec l'attente très forte qui existe. Donc voilà, je voudrais terminer par ça et vous dire que je suis très heureux de vous avoir tous rencontrés les uns et les autres. Alors, nous avons pu passer un peu de temps ensemble, mais pour vous dire que ce n'est qu'un début et que votre présence montre la forte attente, la forte exigence, mais c'est une chance. Donc pour cette chance, moi je vous dis un grand merci, puis un grand merci aussi à Christiane qui a un message très fort à nous adresser et qui va maintenant prendre la parole. Merci à vous et bon appétit.